Bonsoir à tous, vous regardez BBC Info, voici les titres. Le continent plus que jamais en alerte face au coronavirus après le premier cas recensé en Afrique ce week-end. Samedi, les Tongolais sont appelés aux urnes et Faure Gnassingbé est plus que jamais favori à sa réélection. Et en deuxième partie de journal, on revient sur l'origine de notre système solaire, le Big Bang, où tout ne se serait pas passé comme on le pense. Mais avant cela, on commence ce journal avec une tragédie survenue au Niger. Une bousculade meurtrière coûtant la vie à une vingtaine de personnes. L'incident s'est produit dans la ville de Difa, dans le sud du pays. À l'origine, un mouvement de foule lors de la distribution de vivres à des déplacés ayant fui les violences du groupe Boko Haram. Les vivres ont été fournis par l'État nigérian de Borno. Et selon les témoins, les déplacés rassemblés devant le centre de distribution se sont précipités pour entrer à l'intérieur à l'ouverture des portes de l'établissement, provoquant la bousculade. Parmi la vingtaine de morts figurent des femmes et des enfants. Le groupe Boko Haram, actif depuis 2009, a poussé des centaines de milliers de Nigérians à chercher refuge au-delà de leurs frontières, comme au Niger voisin. Et la plupart sont originaires de l'État de Borno, considéré comme le cœur de la guerre contre Boko Haram. Le coronavirus continue encore et toujours d'être à la une de l'actualité car l'épidémie a désormais atteint le continent africain, l'Égypte étant devenue le premier pays d'Afrique à confirmer un cas du virus. C'est un ressortissant de nationalité chinoise et venant de Chine qui a été diagnostiqué comme porteur du Covid-19. L'homme a été hospitalisé et placé en quarantaine. Les ministres de la Santé d'Afrique de l'Ouest ont décidé à Bamako de renforcer la coopération entre leurs pays pour faire face à l'épidémie. Les ministres de la CEDEAO avaient pour objectif déclaré de renforcer les capacités des différentes entités en matière de surveillance, de prévention et de détection précoce des épidémies dues au coronavirus. Je pense qu'aujourd'hui, on part d'ici vraiment satisfait parce que nous allons développer des plans, bien sûr, de réponse nationale qui existent dans plusieurs cas déjà. Nous allons essayer de les consolider en plan vraiment qui nous permettrait au niveau régional d'avoir une approche cohérente qui pourrait être financée. Tout ceci est évidemment de manière préventive, car aucun cas n'a encore été confirmé dans l'espace CEDEAO. Mais les carences des systèmes sanitaires en Afrique sont une préoccupation quant aux conséquences que pourrait avoir l'apparition du virus. Le continent est donc en alerte rouge, mais une bonne nouvelle malgré tout est à annoncer. Le Camerounais Kem Senoua, qui étudiait en Chine dans la ville de Yingzhou, est en voie de rétablissement. Comme vous pouvez le voir, il est sorti de l'hôpital dans lequel il était en isolement pendant 13 jours. Kem Senoua a désormais pu rentrer chez lui, mais il y reste confiné par précaution. Il s'est d'ailleurs exprimé à la BBC sur ses 13 jours à l'hôpital et il a indiqué qu'il n'avait absolument aucune intention de quitter la Chine, même si cela lui avait été possible, de peur de ramener le virus en Afrique. Et d'ailleurs, pour le département africain de l'OMS, il est important que les contrôles continuent. Il est important que la population soit informée, d'abord pour reconnaître qu'il y a ce risque, mais pour éviter qu'il y ait la panique. Donc les gens doivent savoir comment éviter d'être contaminés, comment améliorer l'hygiène quotidienne de notre vie, laver les mains. Car au cœur du virus, justement en Chine, les chiffres ne baissent pas. Le gouvernement rapportait ce lundi un total de 2048 nouveaux cas pour la journée de lundi. Et cela porte le total à plus de 70 500 personnes infectées dans toute la Chine, avec près de 1770 décès. Ce samedi, le Togo élit son président et rien ne semble empêcher un 4e mandat pour Faure Gnassingbé. À 53 ans, il semble intouchable face à une opposition qui n'arrive pas à se mettre d'accord. Et parmi les dossiers de cette campagne, le terrorisme, sécuriser le pays est une priorité pour le candidat Gnassingbé, comme il l'a fait savoir en meeting à Dapaon, à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina. Nicolas Négos. Faure Gnassingbé est à Mondouri et Dapaon, dans la région des savanes au nord du Togo. Dans ces deux villes, le président sortant est revenu sur la nécessité de préserver la paix et la sécurité. Il a appelé la population à lui faire confiance concernant la lutte contre le terrorisme, un fléau qui touche plusieurs pays voisins. Je vous remercie également pour le soutien apporté à l'opération Ndjouaré, qui a pour but de sécuriser
nos frontières pour mieux protéger notre territoire et surtout nos populations. Paix, sécurité, agriculture, emploi. Faure Gnassingbé a détaillé son ambition pour la région devant plusieurs centaines de ses partisans. Nous sommes tout juste à quelques kilomètres de la frontière, mais avec la sécurité que le président et son gouvernement a déployé pour la sécurité des Togolais, nous pensons que ça va continuer comme ça et que tous les malfaiteurs, les djihadistes seront barrés. On va leur barrer la route pour qu'ils ne puissent pas entrer au Togo. Et nous demandons au président de nous aider à travailler et nous l'encourageons de toujours être au pouvoir, que nous sommes derrière lui. Dapong est frontalier avec le Burkina, le Ghana et puis le Bénin ici. Donc je pense qu'à ce niveau, le ministère de la Sécurité assure sa fonction à ce niveau. Le Togo vote ce samedi pour la présidentielle. 6 candidats sont opposés au chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 15 ans. Voilà, et ces élections togolaises sont évidemment à suivre dans toutes nos éditions de BBC Info. Au Burkina Faso voisin à présent, des hommes armés ont tué au moins 24 personnes et blessé 18 autres lors d'une attaque contre une église protestante à Pansi, un village dans le nord du pays. Selon les autorités, l'attaque est survenue dimanche lors de la célébration d'une messe. Parmi les victimes, le pasteur de l'église. C'est la dernière attaque d'une série perpétrée par des djihadistes, notamment dans le nord du pays. Le reste de l'actualité en bref et en images. La Guinée équatoriale envoie la France à La Haye pour l'affaire des biens mal acquis impliquant le vice-président du pays, Théodora Obiang, condamné par un tribunal français à 3 ans de prison avec sursis ainsi que 30 millions d'euros d'amende. Malabo accuse Paris de violer la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le projet de loi du président français Emmanuel Macron visant à modifier le système de retraite doit être présenté à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le projet a suscité de nombreuses protestations et grèves. Et les réformes visent à introduire un système unique et uniforme ainsi qu'à augmenter l'âge qui donne droit à une pension complète. Mike Pompeo continue sa tournée en Afrique après avoir passé le week-end au Sénégal. Le secrétaire d'État américain est en Angola ce lundi. L'objectif de cette visite, qui se poursuivra en Éthiopie mercredi, est de renforcer les liens économiques et sécuritaires entre les États-Unis et les pays du continent. Pour le grand angle de ce BBC Info, je vous propose de reprendre l'espace de quelques minutes vos livres de sciences naturelles pour tenter de répondre à l'une des grandes questions de l'humanité. Comment notre planète Terre ainsi que tout notre système solaire s'est-il formé? Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que le monde que nous connaissons avait été créé à la suite d'une collusion de différents éléments, ou le fameux Big Bang, donnant lieu à différents mondes. Mais les scientifiques de la NASA remettent actuellement en cause cette théorie, estimant qu'en réalité, les différents éléments se seraient mélangés ensemble. Les explications de Lamine Konkobo. Les planètes du système solaire, y compris la Terre, elles se sont formées il y a des milliards d'années. C'était à l'issue d'un processus violent, des rochers s'écrasant les uns contre les autres pour se fusionner et donner naissance à ces planètes. Du moins, tel est ce que nous pensions, mais cette théorie est désormais battue en brèche. Lors d'une conférence de presse Seattle, des scientifiques de la NASA ont déclaré que la théorie qui prévaut depuis plus de 60 ans est erronée. Ils soutiennent que les planètes se sont formées sans violence, mais plutôt suivant un processus de fusion lente et progressive. C'est un merveilleux cadeau scientifique, estime Alan Stern de la NASA. Les résultats qui viennent d'être présentés marquent un tournant, à mon avis. Le Soleil est en plein milieu de notre système solaire. Les 4 petites planètes rocheuses dont la Terre sont les plus proches de l'astre. Ensuite, plus loin se trouvent 4 planètes beaucoup plus grandes, dont la plus célèbre est Saturne. Et puis au bord se trouve Pluton, minuscule planète à 5 milliards de kilomètres. Et Pluton n'est qu'un des milliers de morceaux de roches et de glace dans une zone extérieure appelée la ceinture de Kuiper. Ces morceaux-là sont des blocs de matière inutilisés, rebut du processus ayant débouché sur la formation des planètes il y a 4 milliards et demi d'années. L'agence spatiale New Horizons de la NASA a atteint un de ces objets nommé Arrokoth l'année dernière et ce n'est maintenant que les scientifiques ont pu étudier Arrokoth en détail. Il se compose de 2 rochers fusionnés. Regardez attentivement la jointure. Elle ne présente aucune preuve d'impact violent, pas de fissure, plutôt un lent rapprochement. Et il ne s'agit pas seulement que de ces 2 rochers, mais une accumulation progressive de toute la glace et les roches qui ont formé les planètes que nous connaissons aujourd'hui.
Les objets dans la ceinture de Kuiper sont d'une grande importance pour nous, explique l'astronaute Maggie Adirane. Ils sont situés très loin de la planète Terre, mais ils sont importants parce qu'ils se sont formés à la naissance même du système solaire. Ils sont si loin du Soleil et donc ne sont pas corrompus par les rayons du Soleil. Ils sont comme une capsule temporelle. Des différentes théories dominantes sur la façon dont le système solaire s'est formé, celui-ci prouve clairement que ce n'était pas une collision violente de divers objets, mais un rassemblement en douceur. Les manuels sur l'origine du système solaire devront maintenant être réécrits, disent les scientifiques dans la revue Science. Au lieu d'un commencement dans la violence, comme nous le pensions, la genèse des planètes était une histoire beaucoup plus douce et tranquille. Et on ouvre cette page sportive avec une bien triste histoire. Hier soir, sur les pelouses portugaises, lors du match entre le Football Club de Porto et le Vitória Guimarães, l'attaquant malien Moussa Marega a été victime de cris racistes tout au long de la rencontre. Et lorsqu'il inscrit le deuxième but de Porto, Marega réplique aux supporters qui lui envoient alors toutes sortes d'objets comme des bouteilles et même des sièges du stade. Après quelques minutes de cris insensés, Marega décide de sortir du terrain, n'en pouvant plus. L'arbitre de la rencontre va même adresser un carton jaune à l'attaquant malien, le mettant encore plus en rage. Les joueurs ont tenté de l'empêcher de sortir, mais rien n'y a fait. Moussa Marega a ensuite partagé un message sur son compte Instagram dans lequel il remercie ironiquement les arbitres de la rencontre de ne pas l'avoir défendu, en lui mettant même un carton jaune comme je vous le disais. Il dit, je cite, « J'espère ne plus vous revoir, vous êtes une honte ». Très rapidement, les messages de soutien à Marega ont envahi les réseaux sociaux, qui a aussi reçu le soutien de son entraîneur Sergio Conceição, qui a déclaré « Le résultat n'importe peu dans de telles conditions. Nous sommes une famille, quelle que soit notre nationalité, taille, la couleur de notre peau ou de nos cheveux, et nous méritons le respect ». La Ligue portugaise de football a condamné ces événements sans toutefois imposer de sanctions au Vitória Guimarães. On continue avec du vrai football et la victoire des Gunners hier sur leur pelouse face à Newcastle. Une belle victoire, 4-0 d'Arsenal grâce aux stars africaines, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l'Ivoirien Nicolas Pepe, auteur d'un but chacun. Arsenal, toujours invaincu en 2020, se relance dans la course à l'Europe, étant certes 10e du championnat, mais avec seulement 6 points de retard sur Tottenham à la 5e place. Et ce soir, la Première Ligue continue avec un choc à Stamford Bridge, duel explosif en perspective entre Chelsea et Manchester United. Les Blues pourront potentiellement creuser l'écart sur Tottenham en cas de victoire ce soir. Et face à eux, les Red Devils, actuels 9e du championnat et qui ont grandement besoin de points, mais qui pourront utiliser leur nouvel attaquant, le Nigérian Odion Ighalo, dans le groupe mancunien pour la première fois depuis son arrivée en janvier de Chine. Football, toujours, Pep Guardiola aurait confié à ses amis qu'il avait l'intention de rester à Manchester City malgré leur interdiction de participer à la Ligue des Champions pendant les 2 prochaines saisons. L'UEFA a sanctionné le club jusqu'en 2022 pour avoir enfreint les règles du fair play financier. Mais Pep Guardiola, le coach mancunien, a indiqué qu'il n'activerait pas la clause de rupture de son contrat, même si le club mancunien perdait son appel au tribunal d'arbitrage du sport. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi notamment au Cameroun sur Canal 2 International. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info. Au revoir.